Bonjour Monsieur Le Breton. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'Université du Havre et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé Liberté publique et droits de l'homme, paru chez Armand Collin. Et c'est justement pour vos connaissances en matière de liberté publique que nous avons souhaité vous interviewer au sujet de l'ordonnance de référé du Conseil d'État du 9 janvier 2014 qui a confirmé l'arrêté d'interdiction du spectacle de l'humoriste Dieudonné au Zénith de Nantes. Alors en effet, il y a eu beaucoup de réactions parmi les juristes concernant cette décision, et la plupart d'entre eux, avant que le Conseil d'État n'ait rendu sa décision, estimaient que le juge des référés ne pourrait qu'annuler l'arrêté d'interdiction en vertu de la jurisprudence Benjamin. Alors tout d'abord, avez-vous été surpris par cette décision ? Oui, tout à fait, j'ai été surpris. Moi, j'attendais une solution inverse, notamment sur la base de la jurisprudence Benjamin que vous avez évoquée. Je pense que le juge qui a bien jugé en la circonstance, c'est le juge du tribunal administratif de Nantes, dès le 9 janvier 2014 lui aussi, en première instance. Je crois qu'il a tout à fait rendu la décision qui s'imposait. Donc, comme vous le savez, l'humoriste Dieudonné était accusé par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, d'incitation à la haine et d'antisémitisme dans son dernier one-man show intitulé Le Mur. Donc, de ce fait, le préfet de Loire-Atlantique a interdit la représentation de ce spectacle. Le polémiste a immédiatement saisi le tribunal administratif de Nantes d'un référé liberté afin de faire annuler cet arrêté, estimant que celui-ci portait atteinte à sa liberté d'expression. Donc, est-ce qu'une interdiction préventive d'un spectacle constitue pour vous une atteinte à la liberté d'expression ? Oui, nécessairement. En droit français des libertés publiques, l'un des grands principes qui nous régit, c'est que c'est le régime répressif qui gouverne les libertés. Et le régime répressif, ça signifie, comme son nom l'indique, qu'on sanctionne l'atteinte, l'excès d'une liberté après coup et pas avant. Et en matière de liberté d'expression, c'est justement le régime répressif qui s'applique. Alors, ça peut faire peur, le mot répressif, ça paraît un peu péjoratif, mais en réalité non, c'est bien le régime répressif qui est le régime le plus protecteur des libertés. Donc selon vous, il fallait attendre la réalisation de l'infraction avant de réprimer ? Bien sûr, il faut attendre la réalisation de l'infraction et puis ensuite, bien sûr, sans faiblir, la poursuivre pénalement et la condamner. Dieudonné a tenu des propos à caractère antisémite de façon répétée. Donc ces spectacles, selon certains, prenaient l'allure de meetings politiques. N'y a-t-il pas eu un certain militantisme de la part du Conseil d'État dans la décision qu'il a rendue ? Alors le mot militantisme est peut-être un peu polémique. Alors il faut ensuite rappeler une chose très importante, c'est que l'ordonnance du Conseil d'État a été rendue par un juge unique. Donc il est peut-être un peu abusif de dire que c'est le Conseil d'État dans son ensemble qui est l'auteur de cette décision. Le juge en question, c'est M. Stirn, qui est président de la section du contentieux du Conseil d'État, donc malgré tout un très haut magistrat, et je pense qu'il s'est trompé, tout simplement, en rendant cette décision. À sa décharge, il a été obligé, dans le cadre du référé liberté, de juger très vite, et lorsqu'on est amené à juger très vite, on peut commettre des erreurs. Et pour moi, il a commis une erreur. Alors, comme nous le savons, le juge des référés du tribunal de Nantes avait donné raison à Dieudonné en suspendant l'exécution de l'arrêté du préfet. En effet, pour le juge, l'existence d'un trouble à l'ordre public n'était pas caractérisée, de même que l'impossibilité pour le préfet d'assurer le maintien de l'ordre public autrement que par l'interdiction du spectacle. Le ministre de l'Intérieur a dans la foulée interjeté appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d'État qui, lui, a donné raison au préfet en annulant la décision du tribunal administratif de Nantes, ce qui a eu pour effet de valider l'interdiction du spectacle. Donc nous voyons bien que deux thèmes se dégagent ici, alors d'une part l'ordre public et d'autre part la dignité humaine. Donc commençons par aborder l'ordre public. La question que nous aimerions vous poser est celle de la resituation de la décision du Conseil d'État dans la jurisprudence Benjamin, qui prévoit que le juge ne peut interdire une manifestation qu'en raison d'un risque de trouble à l'ordre public. L'était-il réellement en l'espèce ? Et n'est-ce pas la polémique autour de cette question qui a créé le trouble actuel ? Bon, en l'espèce, je n'ai aucun doute, il n'y avait pas de risque de trouble à l'ordre public. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit une fois de plus le juge du tribunal administratif de Nantes, qui ne s'est pas trompé. Je rappelle quand même ce que dit la jurisprudence Benjamin de 1933 du Conseil d'État, qui est la jurisprudence de référence en la matière. C'est une jurisprudence qui affirme qu'on ne peut interdire un spectacle que lorsqu'on ne dispose pas de forces de police suffisantes pour empêcher le risque de troubles, d'émeutes, etc., de dégénérer en violence.
Or ici, nous avons la preuve qu'il y avait des forces de police suffisantes, c'est que paradoxalement, on a envoyé des dizaines et même des centaines de policiers sur place pour interdire le spectacle. Donc on aurait pu tout aussi bien les envoyer pour assurer la sécurité du spectacle. Donc selon vous, l'argument du risque du trouble à l'ordre public, il n'était pas crédible? Il n'est absolument pas crédible et le Conseil d'État, M. Stirn a déconsidéré sa décision en invoquant cet argument qui n'est absolument pas crédible et je n'ai trouvé aucun professeur de droit qui ait pu défendre le contraire. Certains auteurs ont estimé que dans certains arrêts, notamment comme celui de Dame Juvenon ou Club indépendant sportif Chalonnais, que le caractère propre d'une situation a été admis par la jurisprudence pour qu'en soit prononcée l'interdiction sans que l'invocation de trouble à l'ordre public ne soit requise. Est-ce que vous pensez que le Conseil d'État, dans la décision de Dieudonné, se resitue dans ces jurisprudences? Non, parce qu'il faut lire alors pour le coup l'ordonnance. L'ordonnance invoque très clairement les troubles à l'ordre public, il fait référence très clairement à la jurisprudence Benjamin. Si on avait voulu absolument trouver un fondement plus original à l'interdiction, on aurait pu creuser dans d'autres directions. On aurait pu peut-être expérimenter ce concept du vivre ensemble qui a notamment été utilisé à l'appui du vote de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. N'est-ce pas la notion de cohésion nationale qui a été utilisée pour valider l'interdiction? Effectivement, la cohésion nationale pourrait faire penser à ce concept de vivre ensemble utilisé à l'occasion du vote de la loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage, mais ce n'est pas le cas, parce que si vous lisez encore très bien l'ordonnance, vous verrez que la cohésion nationale n'est invoquée qu'à titre accessoire pour renforcer en quelque sorte l'invocation de la dignité, qui est un autre des fondements de l'ordonnance. Alors maintenant, concernant la dignité humaine, comment resituez-vous la décision du Conseil d'État par rapport à la jurisprudence commune de Morsang-sur-Orge? Quel rapport? Il y a un rapport très étroit et très direct, c'est que cette ordonnance du 9 janvier 2014 du Conseil d'État est une application manifestement de la jurisprudence commune de Morsang-sur-Orge de 1995. Je rappelle que dans cette affaire de 1995, on avait utilisé le fondement de la dignité humaine pour valider une interdiction municipale d'un spectacle de lancer de nains. On avait estimé que le nain était réifié en se livrant à un tel spectacle et que par conséquent c'était contraire à la dignité humaine. Alors moi déjà à l'époque j'avais fait partie en première ligne de ceux qui avaient lutté contre cette nouvelle jurisprudence en estimant que c'était la voie ouverte à des interdictions pour les motifs les plus subjectifs, puisque en matière de dignité c'est le juge, c'est le maire, c'est le préfet aujourd'hui voire le ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas rassurant, qui décide de ce qui est contraire à la dignité ou pas. Donc c'est la porte ouverte à tous les abus. Et suite d'ailleurs à cette critique que j'avais faite avec d'autres, le Conseil d'État avait reculé, car je rappelle que le rapport Veil de 2009 relatif au préambule de la Constitution avait condamné à son tour cette jurisprudence liberticide, en citant des auteurs d'ailleurs qui s'étaient inspirés de mes propres travaux, mais sans me citer directement, c'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui. Suite à cela, le Conseil d'État avait rendu un avis du 30 mars 2010 dans lequel il avait reconnu lui-même que c'était peut-être une jurisprudence à laquelle il fallait renoncer. Donc il est très étonnant qu'aujourd'hui, à l'occasion d'une affaire médiatique, on fasse ressurgir ce fondement dont tout le monde avait pu remarquer le caractère liberticide. Donc si ce fondement ressurgit aujourd'hui, pensez-vous que d'autres spectacles à l'avenir pourront être annulés sur ce fondement? Et c'est le risque. Je crois que une jurisprudence n'est jamais innocente. Alors, c'est très grave, mais on peut envisager que des spectacles, des manifestations politiques soient victimes dans un proche avenir de cette nouvelle jurisprudence. Alors j'espère que le Conseil d'État, dans sa formation collégiale, va réagir et va mettre fin à cette tentative de résurrection d'une jurisprudence moribonde. De manière plus générale, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine est-elle un fondement pertinent de l'intervention du pouvoir de police administrative dans un tel contexte?
Non, moi je pense que la dignité humaine, c'est un concept philosophique tout à fait honorable qui inspire l'ensemble de notre civilisation. Donc au sens philosophique, bien sûr, il faut affirmer notre attachement à la dignité. Mais au sens juridique, c'est un mobile d'interdiction beaucoup trop flou qui ouvre la porte ouverte à un régime en réalité policier. Le Conseil d'État a statué en 4 heures. Alors une telle décision peut-elle, selon vous, être rendue dans le cadre d'une procédure qui aura duré moins d'une demi-journée? Alors, on a cherché à cette occasion s'il y avait des précédents. On en a trouvé, semble-t-il, quelques-uns. Il est déjà arrivé parfois que le Conseil d'État statue aussi rapidement. Là, il faut bien se remettre dans le contexte. Il s'agissait de statuer sur un spectacle qui allait se dérouler le soir même. Si le juge avait pris plus de temps, évidemment, son intervention n'avait plus aucun sens. Mais d'une façon générale, il faut éviter de statuer aussi rapidement. Je me répète, le risque d'erreur s'en trouve accru, évidemment. Donc pour conclure sur cette affaire, si la Cour européenne des droits de l'homme venait à être saisie, pensez-vous qu'elle statuerait dans le même sens que le Conseil d'État? Écoutez, je pense que non. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est assez souple, elle est assez flexible. Il est parfois difficile de prévoir quelle va être la solution retenue par la Cour européenne. Mais là, je pense quand même que d'une façon générale, la Cour est assez protectrice de la liberté d'expression. Donc je pense que dans un cas comme cela, elle devrait déjuger le Conseil d'État, et en tout cas c'est ce que je souhaite, puisque je rappelle qu'il y a un grand adage qu'on a tendance à oublier du droit administratif, c'est que la liberté est la règle et les restrictions de police l'exception. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'en rester là. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton, de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci.